Bonjour. Aujourd'hui, je vais présenter un sujet de synthèse qui touche à la fois la partie mécanique et automatique. C'est un sujet intéressant. Dans ce sujet, on va voir principalement les notions suivantes, la puissance, l'énergie cinétique, le théorème de l'énergie cinétique ou bien théorème de l'énergie puissance. On va aussi toucher la partie automatique asservissement. On va voir les lois de comportement, savoir déterminer la fonction transfert, compléter un schéma bloc, étudier la rapidité, la précision, la stabilité et voir la, 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 la correction et comment choisir un correcteur. Donc voilà. Donc le sujet, vous trouvez ce sujet, donc vous trouvez le lien en dessous de la vidéo sur YouTube. Vous pouvez cliquer pour télécharger ça. Donc le sujet, il porte sur la vérification des performances de la motorisation de l'axe Y d'un centre d'usinage 5 axes. Voilà, donc en fait, vous trouvez le fichier PDF et je vais présenter la correction avec ces diapos. Voilà, je commence. Comme je l'ai dit, donc en fait, c'est un sujet de synthèse, c'est le sujet numéro 1 que je présente pour cette période de révision. Alors voilà, donc en fait, ça c'est un moteur, donc en fait j'explique un peu quelques notions. Donc vous voyez, ça c'est le stateur et ça c'est le rotor, parce qu'on va parler de ça, ça c'est le moteur de l'axe Y, ça c'est une liaison pivot, ça c'est une liaison hélicoïdale, et ça c'est la liaison glissière d'axe Y3. Donc ça c'est le solide S4 qui va se translater le long de Y3 lorsque le rotor du moteur tourne. Donc, vous voyez ici que l'écrou avance. Donc, la vis tourne, la vis et le rotor forment une même classe d'équivalence et donc cinématique. Et donc, lorsque le rotor tourne, la vis tourne avec. Et grâce à la liaison hélicoïdale et glissière, donc le solide S4 va se translater le long de Y3. Bien évidemment, il a une course bien déterminée. Ça, ce sont des détails techniques donc, qui caractérisent bien évidemment la machine. Donc, voilà les hypothèses. Donc, l'axe O4Y3 est supposé parfaitement horizontal et vous allez comprendre pourquoi vraiment cette hypothèse, parce que l'action de la pesanteur, c'est là, c'est porté par moins Z3 et ça permet en fait, lorsque je parle de la puissance développée par l'action de la pesanteur, donc ça va donner une puissance nulle. Toutes les liaisons sont supposées parfaites, sauf, ça c'est important, sauf la liaison glissière d'axe O4Y3. Donc là, c'est une liaison qui présente du frottement et voilà le modèle de la liaison. Parce qu'une fois il y a du frottement, on vous donne le torseur. C'est donné au point O4 et dans la base du repère R3. La vitesse de rotation du moteur par rapport au repère R3 qui est supposé galiléen, sinon on ne peut plus appliquer le théorème d'énergie cinétique est noté. Donc cette vitesse de rotation est notée par oméga m. Là, le moment d'inertie de la vis toute seule, par rapport à l'axe de rotation est noté JV. Le moment d'inertie du rotor du moteur par rapport à son axe de rotation, c'est noté JM. Donc là, la liaison hélicoïdale est caractérisée par un pas d'hélice. Le pas d'hélice est noté par pas. Voilà, tout le calcul, on utilise le mot pas. Donc, le collision S4 est de masse M4 et du centre d'inertie G4. Là, on n'a pas donné la matrice d'inertie parce que tout simplement le solide S4 est à la limite d'une translation. Le système matériel sigma, il est formé par la vis et le solide S4 et le rotor. La vitesse de déplacement du collision S4 et Y point est égale pas sur 2pi fois oméga m. Ça sous-entendu ici, le filetage est supposé à droite. Et puis l'action de la pesanteur est négligée sur le rotor et la vis. L'action du stateur du moteur sur le rotor est donnée par un torseur couple au point O3 par CM Y3. Voilà les données. Puis on vous demande comme première question de déterminer l'énergie cinétique du système matériel formé par la vis, le solide S4 et le rotor.
et puis déduire le moment d'inertie équivalente. L'inertie équivalente à l'amener sur l'axe moteur en fonction de M4, JV, JM et pas. Ça, c'est une question très intéressante. Donc, souvent, vous rencontrez ça. Donc, voilà la réponse. Mon système est formé par la vis S4 et le rotor. Donc, l'énergie cinétique du système matériel sigma, c'est égal à l'énergie cinétique de la vis par rapport à R3, plus l'énergie cinétique de S4 par rapport à R3, plus l'énergie cinétique de rotor par rapport à R3. C'est la somme des énergies, puis vous calculez chaque énergie cinétique à part. L'énergie cinétique de la vis, c'est 1 demi JV oméga 1 carré. Pourquoi? Parce que la vis est animée d'une rotation pure. Une rotation, uniquement une rotation, et donc l'énergie cinétique, on a vu ça dans le cours, c'est 1 demi le moment d'inertie par rapport à l'axe de rotation fois la vitesse angulaire au carré. De même, pour le rotor, c'est 1 demi Jm oméga m carré. Donc, vraiment, le calcul est basique, ce n'est pas difficile du tout. Puis, pour calculer l'énergie cinétique de S4, S4 ici est animé uniquement d'une translation. C'est une translation pure. Et donc, l'énergie cinétique de S4, c'est 1 demi M4Y point carré. Et là, on peut remplacer Y point par le pas sur 2pi fois oméga m. C'est une donnée du problème. Et vous savez ça, même si je n'ai pas donné ça. Donc, en fait, c'est une caractéristique de la liaison liquidale. Et donc, on peut exprimer l'énergie cinétique de S4 en fonction de oméga m. Et donc, voilà l'énergie cinétique de S4 par rapport à R0. R0, ici, c'est R3, en fait. Voilà, souvent, on utilise R0, c'est pour ça. En fait. Ça, c'est R3. Puis, donc, voilà l'énergie cinétique de S4, je trouve 1 demi M4 pas au carré sur 4 pi au carré oméga M carré. Et donc, l'énergie cinétique du segment, c'est la somme, et on peut tout exprimer en fonction de oméga M au carré. Et donc là, on peut écrire, c'est 1 demi J équivalent oméga M au carré avec J équivalent, voilà, est égal JV plus JM plus M4 pas au carré sur 4 pi au carré. Ça, c'est l'énergie équivalente ramenée sur l'axe moteur. Puis, donc, la deuxième question vous demande de déterminer la puissance développée par les actions mécaniques intérieures. Souvent, on vous donne cette question. Donc, en fait, dans la partie énergétique, il y a des questions qui figurent souvent dans cette partie. L'énergie cinétique, déduire l'énergie équivalente, la puissance développée par les actions mécaniques intérieures, la puissance développée par les actions mécaniques extérieures et appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Mais on peut toujours enrober ces questions et rajouter d'autres, donc afin d'aller plus loin pour dimensionner nos moteurs ou bien pour voir d'autres choses. Alors, la puissance intérieure à sigma, ici, donc le système, notre système est formé par S4. Vous voyez, ça c'est S4. La liaison glissière, c'est entre S4 et S3. Et la liaison liquidale, c'est entre S4 et la vis. Voilà. Donc S4 intervient ici et ici. On va voir les liaisons donc, qui sont concernées par la puissance développée par les actions intérieures. Donc là, donc on fait S4. Le système est formé, comme je l'ai dit, par S4, par le rotor et la vis. Le rotor et la vis, comme je l'ai dit, c'est le même système, c'est la même classe d'équivalence. Donc, il n'y a pas une liaison, vraiment la liaison entre la vis et le rotor, c'est une liaison encastrement. Donc, la seule liaison ici qui est concernée par les actions intérieures, c'est la liaison éliquidale. Et c'est une liaison parfaite. Donc, la puissance mutuelle intérieure à sigma, ça vient uniquement de la liaison entre la vis et S4. Donc, c'est la puissance mutuelle entre la vis et S4. Et donc, c'est égal à 0. Voilà. Puis, on a demandé de chercher la puissance développée par les actions mécaniques extérieures à sigma. Alors, donc, il faut chercher sigma bar. Sigma bar, pour nous, ce qui est sigma, n'oubliez pas qu'il est formé par S4, la vis et le rotor. Donc, l'extérieur, c'est le stateur, S3, qui intervient sur la vis et qui intervient sur S4, c'est le bâti, en fait. Il intervient sur la vis au niveau de la liaison, pivot et intervient sur S4 au niveau de la liaison glissière. Puis la puissance développée par l'action de la pesanteur. Voilà, G aussi fait partie de l'extérieur.
Alors, puis, en fait, vous avez 1, 2, 3, 4, 4 puissances à calculer. La puissance dictateur sur le rotor dans le mouvement du rotor par rapport à R3, c'est le torseur d'action mécanique dictateur sur le rotor, comme je l'ai dit avant. Donc, en fait, fois le torseur cinématique du rotor par rapport à R3. Vous pouvez toujours se rappeler de la puissance basique, force scalaire vitesse. Donc, force torseur d'action mécanique, vitesse et le torseur cinématique. Il faut exprimer les deux torseurs au même point. Et puis, vous faites le produit, le commandement de ces deux torseurs. Voilà, donc en fait, le torseur statique, c'est 0 Cm Y3 au point O3. Et le torseur cinématique, c'est oméga M Y3 0. Et ça va donner Cm oméga M de T. Ça, c'est la puissance développée par le stateur sur le rotor. Puis, la puissance développée par l'action de l'apesanteur sur S4 par rapport à R3 est nulle, car, comme on a dit, Y3 est parfaitement horizontal et G est porté par moins Z3, et donc le produit va donner nécessairement 0. Donc, puis la puissance de S3 sur la vis dans le mouvement de la vis par rapport à R3, c'est égal à 0, car la liaison pivot est supposée parfaite. Donc, voilà, puis la puissance de S3 sur S4 dans le vent de S4 par rapport à S3. Là, on parle de la liaison glissière, et la liaison n'est pas parfaite, et donc le torseur d'action mécanique de S3 sur S4 s'est donné du problème, il est exprimé au point O4 dans R3, et le torseur cinématique de S4 par rapport à R3, vous savez calculer ça, donc le produit va me donner, donc comment je multiplie ces deux torseurs, donc vous multipliez la résultante fois le moment, plus le moment fois la résultante. Et donc, ça va donner moins FR Y point. Mais Y point, on peut l'exprimer toujours en fonction de oméga M. Donc, c'est égal moins FR fois le pas sur 2pi fois oméga M de T. Alors, je pense qu'on a terminé. Tout calcul fait, la puissance développée par les actions mécaniques extérieures à sigma, c'est égal, dans le mouvement de sigma par rapport à R3, c'est égal Cm moins pas sur 2πfr fois oméga m. Voilà. Maintenant, je pense qu'on cherche à appliquer le théorème de l'énergie cinétique sur le système matériel sigma, et on va chercher l'expression du couple moteur. Alors, le théorème de l'énergie cinétique dit que dans le cas où on parle d'un ensemble de solides, la dérivée de l'énergie cinétique de sigma dans son mouvement par rapport à R3, c'est égal à la puissance de sigma bar sur sigma dans le mouvement de sigma par rapport à R3, plus la puissance intérieure à sigma. Là, on a tout calculé. La dérivée de l'énergie cinétique est égale à l'énergie cinétique 1 demi J équivalent oméga m au carré. N'oubliez pas que J équivalent est constante. Là, on a trouvé ça, une constante. Voilà, c'est JV plus JM plus M par carré sur... voilà. Donc, on est, je pense, on est là. Donc, dérivée de l'énergie cinétique est égale à la puissance de sigma bar sur sigma dans le mouvement de sigma par rapport à 3 plus puissance intérieure à sigma. Donc, voilà, ça donne au bout du fil cette équation. Là, on peut simplifier par oméga m. C'est pour ça qu'on a tout exprimé en fonction de oméga m. C'est pour ça qu'on a cherché l'inertie équivalente ramenée sur l'axe moteur, parce que par la suite, on va faire l'asservissement du moteur et l'asservissement du déplacement des S4, et on va donc en fait modéliser le moteur et voilà, chercher l'inertie équivalente. Et en fait, chercher la loi de comportement du moteur, la loi mécanique. Et voilà, en fait, cette loi, c'est la suivante. C'est M qui permet tout d'abord de dimensionner le moteur et aussi de l'utiliser dans l'asservissement de ce moteur. Alors, Cm, c'est égal J équivalent dérivé de oméga m de T sur dt, plus pas sur 2pi fois Fr de T. Ici, Fr de T, c'est l'effort de frottement qui joue ici le rôle d'une perturbation lorsqu'on va passer à l'asservissement. Alors, j'ai rajouté, je pense, une question ici. Nous voulons en fait étudier le comportement du moteur dans 3 phases. Phase de démarrage, phase de régime uniforme et phase de décélération pour s'arrêter, pour arrêter le solide S4. Alors,
Ça, c'est la loi du comportement, donc la loi de commande du moteur, donc qui représente la vitesse angulaire oméga m de t. Donc, de 0 à t1, la vitesse angulaire passe à la valeur maximale oméga max et va être gardée constante une période, puis donc elle passe à 0. Donc, la période du travail, c'est une période de t. Il y a t1 pour passer au régime uniforme et également t1 pour passer, pour s'arrêter. Donc là, la question, on donne dans la suite la loi de commande du moteur, déterminer le couple moteur pour les 3 phases de travail. N'oubliez pas que le couple moteur, il est là. Donc Cm est égal J équivalent dérivé de oméga m de t sur dt plus pas sur 2pi fr de t. Ce qui change ici, c'est ce morceau. Donc c'est ce morceau dérivé de oméga m de t par rapport au temps. Alors, pour cette phase entre 0 et T1, dérivé de oméga m de t sur dt est égal à oméga max sur T1. Et voilà, Cm est égal J équivalent oméga max sur T1 plus pas sur 2pi fr. Pour cette phase entre T1 et T moins T1, donc la dérivée de oméga m par rapport au temps est nulle. Et donc, le couple moteur est égal pas sur 2pi fois fr de t. Et pour la troisième phase, dérivée de oméga m de t sur dt, c'est moins oméga max sur T1. Et donc, le couple moteur est égal moins J équivalent oméga max sur T1 plus pas sur 2pi fr. Et donc là, il est clair que le moteur fournit le couple le plus important pour la première phase, pour la phase de 0 à T1. Voilà. Maintenant, on passe à la partie asservissement. Là, on va étudier le comportement du moteur et on va vérifier les performances de l'asservissement de position de cet axe. Donc, on vous donne les lois de comportement du moteur. 4 équations. La première découle de la loi de Kirchhoff, la loi d'Imai. Deuxième et troisième, des équations qu'on peut récupérer à partir de la loi de comportement, à partir du document constructeur du moteur. Et l'équation quatrième, c'est notre propre équation que nous avons déterminée à partir de la modélisation mécanique, la modélisation énergétique, qui a permis de trouver le couple moteur en fonction de l'inertie équivalente ramenée sur l'axe moteur et en fonction de l'effort du frottement. Alors, donc 4 équations à traduire dans le domaine de la place, sachant que les conditions initiales nulles, c'est un travail basique. Vous essayez de traduire ces équations dans le domaine de la place. La première devient I de P moins E de P est égal à R I de P. La deuxième devient E de P est égal à KE oméga M de P. La troisième devient Cm de T est égal à KT I de P. Et la quatrième devient Cm de P est égal à J équivalent P oméga M de P. La transformation de la place de la dérivée de oméga M de T, c'est P oméga M de P. Et l'autre morceau, c'est le plus pas sur 2pi fois fr de p. Vous essayez toujours d'écrire les variables dans le domaine de la place avec des lettres en majuscules dans les mesures possibles. La variable de la place, c'est p. Voilà. Puis, je pense qu'on vous donne le schéma bloc à compléter. Ça, c'est le schéma bloc d'asservissement. Alors, ce qui nous concerne, c'est les blocs gris. Donc, en fait, à compléter à partir de ces équations. Alors, le premier bloc ici, pour chercher la fonction transfert, ça va être la sortie I de P sur l'entrée, qui est U de P moins, ce signal, c'est E de P. Ça, c'est E de P. À voir. Donc, ça va être 1 sur R. Le deuxième bloc, c'est Cm de P sur U de P, et là, je vais utiliser cette équation. Pour le premier bloc, on a utilisé cette équation. Alors voilà, c'est KT. C'est Cm de P sur U de P, c'est KT. Là, donc, en fait, je vais rajouter plus. Et là, donc, en fait, je vais rajouter ici sin moins. Et là, donc, en fait, c'est 1 sur J équivalent P. Donc, ici, oméga M de P est égal à 1 sur J équivalent P fois Cm de P moins pas sur 2pi fois fr de P. Pour la boucle du retour ici, je vais utiliser cette équation. Donc, la fonction transfert, c'est E de P sur oméga M de P, c'est K. Voilà. Donc, c'est un travail basique. C'est une question classique. Souvent, on vous pose ces types de questions.
Donc, traduire les équations dans le domaine de la place et compléter le schéma bloc. Il ne faut pas vraiment rater ces questions. Puis, donc, en fait, on vous demande de chercher la fonction transfert H1 de P qui est égale à oméga M de P sur U de P pour FR de P égale à 0. Lorsqu'on dit FR de P égale à 0, cela veut dire que tout ça, on peut le chanter, hein, parce que FR de P égale à 0, et donc le schéma bloc devient comme ça. U de P, donc ici c'est 1 sur R, KT, directement lié à 1 sur J équivalent P, la sortie c'est oméga 1, voilà. Alors là, c'est un calcul basique. H1 de P, c'est le produit de ces trois blocs, ces trois fonctions transfert, divisé par 1 plus le produit de ces quatre fonctions transfert. Et donc, au bout du fil, ça donne KT sur KTKE plus RJ équivalent P. Pour la 9e question, déterminer H2 de P qui est égal à oméga M de P sur FR de P pour U de P égale à 0. Là, on va supposer U de P égale à 0. Et donc, l'entrée, c'est FR de P. Voilà. FR de P, c'est l'entrée, pas sur de pi. Je rentre par la borne moins. Puis, donc, en fait, je trouve un sujet équivalent dans la chaîne d'action directe. Et voilà, je trouve la sortie. Donc là, je m'arrête, je fais la boucle du retour. Je passe par KE. Attention ici, ce sommateur, on ne va pas le chanter tout court. On va le remplacer par moins 1 parce que le signal ici, il va changer de signe, il va rentrer par la borne moins, donc automatiquement on change de signe. Donc on remplace ce sommateur par moins 1, puis vous trouvez 1 sur R et KT. Bon, alors tout calcul fait, vous trouvez que c'est égal moins, parce qu'il y a le signe moins ici, R pas sur 2pi sur KTKE plus RG équivalent P. Voilà. Alors, exprimer oméga M de P en fonction du U de P et FR de P, donc c'est très simple. Donc, c'est un système linéaire et on peut utiliser le principe de superposition. Et là, on peut superposer les deux réponses. Donc, oméga M de P, c'est égal à H1 de P et M de P plus H2 de P, FR de P. Voilà, tout calcul fait, on trouve cette équation. Dans la suite du problème, on suppose que l'effort résistant à FR est égal à 0 newton. Mettre H1 de P sous la forme canonique d'un système de premier ordre. H de P est égal à K sur 1 plus tau P. Vous savez que K et tau sont les caractéristiques, les paramètres qui caractérisent un système de premier ordre. K, c'est le gain statique et tau, c'est la constante du temps. Déduire les expressions de K et tau en fonction des paramètres du système. Alors, H1 de P, là, on a supposé que FR de P égale à 0, donc c'est égal à KT sur KT, KE plus RJ équivalent P. Et voilà, donc il faut mettre cette fonction transfert sous la forme canonique. On va diviser par KTKE. Donc ça va me donner 1 sur KE sur 1 plus RJ équivalent KTKEP. Et voilà, donc en fait, K c'est égal à 1 sur KE et tau c'est égal à RJ équivalent KTKE. Là, on vous demande de donner l'allure de la réponse. On n'a pas demandé de calculer ou ainsi de suite. On vous a demandé de donner l'allure de la réponse indicielle de oméga M de T pour une tension d'alimentation échelon d'amplitude 12 volts. Là, donc, en fait, voilà. Donc, il faut mettre l'accent. Si on vous demande cette question, il faut mettre l'accent sur ces asymptotes, ces pentes, ces points, donc en fait caractéristiques. Donc là, c'est la tangente en 0, là, c'est l'asymptote à l'infini, là, c'est 95% de la valeur infinie qui caractérise le temps de réponse à 5% qui est roi taux. Là, c'est 63% de y à l'infini qui correspond à taux. Et puis, vous représentez l'allure de la réponse. Donc, il faut mettre l'accent sur ces donc, caractéristiques, donc ces éléments. Il faut mettre l'accent sur ces éléments lorsqu'on vous demande une question similaire. Puis, on vous demande de déterminer la fonction transfert h de p qui est égale y de p sur yc de p. Alors, je vous rappelle qu'on était ici, et là, on a déterminé la fonction transfert globale. Mais n'oubliez pas, dans cette partie, on a supposé que f de p égale à 0, et on vous demande de chercher la fonction transfert globale, y de p sur yc de p. Yc de p, c'est la consigne, y de p, c'est la réponse. Donc là, donc on a déjà répondu sur la moitié.
Donc, c'est-à-dire, on a déterminé la fonction transfert du moteur, c'est KT sur KT KE plus RG équivalent P, on peut l'utiliser. Puis, vous avez le pas sur 2pi P, puis KP, puis KC ici, donc, et ici KC. Là, donc, on peut rendre le système à retour unitaire. Bon, il y a plusieurs façons de faire, hein. Vous n'êtes pas censé de suivre ce que j'ai fait, mais on peut donc déplacer le sommateur ou bien déplacer ces deux blocs après le sommateur, un seul bloc, et ça devient KC, KP, tout ça, avec retour unitaire. Ça facilite énormément le calcul. Et à l'heure tout calcul fait, on se trouve avec une fonction transfert de second ordre. H de P est égal à KC, KP, KT pas sur tout ça. Alors, ça, c'est H de P, global. On vous demande, voilà la question du cours de soi-même, on vous demande de mettre H de P sur la forme canonique d'un système second ordre. C'est égal à Ks sur 1 plus 2m sur oméga 0P plus P carré sur oméga 0 carré. Alors, il faut ramener cette fonction transfert que nous avons dégagée ici sous la forme canonique. Donc ça devient 1 sur 1 plus 2 pi K E sur Kc Kp fois P plus tout ça fois pi carré. Alors, ce morceau est égal à 2m sur oméga 0, et ce morceau est égal à 1 sur oméga 0 carré. Alors, tout calcul fait, Ks est égal à 1, puis M oméga 0 c'est égal à tout ça, et puis M c'est égal à cette expression. Donc, c'est un calcul basique, vous pouvez le faire, hein. Il n'y a pas de problème. Alors, exprimer en fonction des paramètres du système la valeur du correcteur Kp permettant d'avoir la réponse la plus rapide sans avoir de dépassement. Là, le dépassement n'est pas autorisé, donc et nous voulons la réponse la plus rapide. Alors, la réponse la plus rapide pour un système second ordre, sans avoir de dépassement, c'est pour m est égal à 1. Et là, on va prendre l'expression de m, et on va dire que c'est égal à 1. Et on essaie de résoudre ça, on trouve que Kp est égal à tout ça. Donc, Kp est égal à cette expression, et cette expression permet d'avoir la réponse la plus rapide sans dépassement. Si on vous a demandé de déterminer la valeur de Kp permettant d'avoir la réponse la plus rapide dans l'absolu, donc dans ce cas, vous prenez m égale 0,7. Puis, donc en fait, on vous donne le schéma bloc numérique. Déterminer la fonction transfert en boucle fermée et en boucle ouverte. Alors là, la FTBO, c'est Kp sur P facteur de P plus 0,625. C'est là. La FTB, c'est la FTBO sur 1 plus FTBO. Et c'est égal à Kp sur Kp plus P facteur de tout ça. Voilà, c'est une question simple. Là, on vous demande de déduire le temps de réponse à 5% et l'erreur de position. Conclure quant aux critères de la rapidité et de précision, sachant que le cahier des charges impose une erreur statique nulle et un temps de réponse minimum de 5 secondes. Là, on vous donne la réponse indicielle du système de position, bien sûr, de la FTBF, hein, la fonction transfert en boucle fermée pour une consigne de type échelon d'amplitude 50. Vous voyez ici que la réponse, c'est 50. Donc, en fait, à l'infini, le système tend à 50. Donc, l'erreur de position est nulle et le cahier de charge donc, est respecté. Pour chercher le temps de réponse à 5%, on représente une bande de plus ou moins 5%. Et puis, donc, en fait, l'intersection, la dernière, le dernier, en fait, point à partir duquel la réponse rentre dans cette bande d'une seule plus, donc correspond au temps de réponse. Donc c'est à partir de cet instant qui correspond à peu près à 10 secondes et demie, donc en fait. Donc là, le cahier de charge n'est pas respecté parce que l'exigence de rapidité impose 5 secondes, pour temps de réponse, donc maximum. Alors, la dernière question, déterminer la marge de gain et la marge de phase. Conclure quant aux critères de stabilité, sachant que la marge de phase minimale demandée, c'est 45, et la marge de gain minimale demandée, c'est 10 décibels. Alors, ça, c'est la réponse de la FTBO.
Donc, c'est le diagramme de la FTBO. Là, on vous donne le diagramme de la FTBO. Vous regardez le TD en format PDF, vous trouvez le lien en dessous de cette vidéo. Donc, pour chercher la marge de phase, vous cherchez où le gain s'annule. Vous projetez là. Donc, en fait, la marge de phase, c'est égal à 50. Et donc, c'est supérieur à 45. Cette marge est vérifiée. La marge de gain, il n'y a pas d'intersection avec 180, moins 180. Donc, la marge de gain est infinie. Donc, c'est vérifié. Et donc, les exigences imposées par le cahier de charge est vérifié. Voilà. Merci pour votre attention et à la prochaine.